Madame, Monsieur, bonsoir. D'ores et déjà, excellente semaine d'informations sur Métropole. Voici les principaux titres à la une de ce lundi à Métro News. Un mouvement de protestation simultané a paralysé plusieurs axes routiers dans la capitale ce lundi 27 avril. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées à Delma, Bourdon et Pétionville par des protestataires pour réclamer la libération de 4 individus détenus au commissariat de Delma. Cette mobilisation éclair a fortement perturbé les activités et causé de gigantesques embouteillages. Le Conseil électoral provisoire annonce qu'il a transmis à l'exécutif vendredi un projet de décret électoral harmonisé aux dispositions du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections après un travail de refonte du décret du 1er décembre 2025 dont l'intervalle le CEP dit travailler également sur un calendrier électoral remanié qui doit être publié incessamment. Et puis les élections ne seront possibles que si le gouvernement parvient à rétablir un climat sécuritaire dans le pays, selon l'Institut national de défense des droits sociaux et culturels. La structure souligne par ailleurs que le Conseil électoral provisoire n'inspire pas confiance. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Un vaste mouvement de blocage de rue a eu lieu ce lundi 27 avril dans plusieurs zones de la région métropolitaine. À Delma, Bourdon, Pétionville entre autres, des protestataires ont érigé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée afin d'exiger la libération de 4 de leurs frères d'armes détenus au commissariat de Delma. Ce mouvement éclair, organisé simultanément en plusieurs points, a perturbé le déroulement des activités et provoqué d'importants embouteillages. Richie Fortuné nous en dit plus. La situation était particulièrement électrique ce lundi à Delma 33. Dès l'aube, des protestataires s'identifiant comme des agents de la police nationale ont investi les rues pour exprimer leur colère. En plaçant des véhicules en travers de la chaussée et en érigeant des barricades de pneus enflammés, ils ont paralysé la circulation dans plusieurs artères de la zone. Ce mouvement vise à exiger la libération de 4 de leurs collègues écroués au commissariat local, une arrestation qu'ils jugent illégale, arbitraire et sans fondement. Cette mobilisation a lourdement impacté les activités quotidiennes. Des embouteillages monstres ont été enregistrés, notamment entre Delma 31 et Tra, piégeant des centaines d'usagers pendant plusieurs heures. Très remontés, les manifestants et les familles des détenus accusent le directeur départemental de l'Ouest 1 d'être l'instigateur de cette détention qualifiée d'abusive. Pour l'heure, aucune déclaration officielle n'a été faite par les autorités. Le climat restait instable en fin de journée. Les protestataires maintenant leur position dans l'attente d'une réponse concrète à leurs revendications. Autre dossier, le Conseil électoral provisoire annonce qu'il a transmis à l'exécutif vendredi un projet de décret électoral harmonisé aux dispositions du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections après un travail de refonte du décret du 1er décembre 2025. Dans l'intervalle, le Conseil électoral, à travers une commission spéciale composée de cadres de l'institution, de représentants du PNUD, de l'UNOPS et du BINU, procède à une réévaluation du budget des opérations électorales. Dans un communiqué, le Conseil électoral dit travailler également sur un calendrier remanié qui doit être publié incessamment. L'organisation d'élections ne sera possible que si le gouvernement parvient à rétablir un climat sécuritaire dans le pays, selon le défenseur des droits humains Fredo Jean-Charles, qui souligne par ailleurs que le Conseil électoral provisoire n'inspire pas confiance. Cette situation d'insécurité persistante nuit gravement au pays et a des conséquences importantes sur le quotidien des citoyens qui continuent d'en payer le prix face aux groupes armés semant la terreur dans la capitale et dans les villes de province, a ajouté Maître Jean-Charles. La crise sécuritaire demeure alarmante et constitue une source majeure de préoccupation. Maître Fredo Jean-Charles répondait aux questions de Rodolphe Pierre-Louis.
Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a publié un rapport sur la violation systématique des droits fondamentaux de la personne humaine, un document administratif qui fait état de différents cas d'homicide qui ont été recensés durant l'année 2026. Il y a différents points qui ont été abordés dans ce rapport, mais le point sur lequel on va mettre l'accent, c'est surtout l'insécurité. Avec le responsable d'une structure de droits humains, Maître Fredo Jean-Charles, on va aborder ce document. Donc Fredo, bonsoir et merci pour ce qu'on a accepté l'invitation nous dans Metro News à Soya. Bonsoir Rodolphe et bonsoir à toutes fidèles branchées Radio Télé Métropole, notamment l'émission Metro News. Mais en fait, en tant que défenseur des droits humains et président Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels, c'est toujours avec amertume que toutefois nous gardons des rapports qu'a publiés qui fait état des situations lamentables population connaît, notamment qu'il y a question de l'insécurité qui a fait rage. Ça fait déjà longtemps côté que l'État montre que les impuissants face avec fléau ça. Rapport Nations Unies et qui est publié à travers les BINU, il n'y a pas un premier rapport et je ne crois pas que son dernier. Et justement, différents cas d'homicide qui enregistré dans le rapport ça et ils mettaient accent sur femmes actives, eux-mêmes qui victimes de violence, qui lecture, qui compréhension que vous gagnez de documents ça, de rapports ça que BINU lui-même les publié. Bon, compréhension au niveau de l'INDES, c'est que nous voyons que c'est une situation critique et qui fait état de fléau insécurité à comment les plus grandissantes de jour en jour et l'État tout, il montrait incapacité de l'État ou bien manque de volonté autorité l'État pour endiguer question ça qui c'est insécurité, là on parler d'insécurité physique et insécurité sur toutes les formes que ce soit. Donc cas d'homicide côté que moun a mouri, côté que moun a violé tout, faut que nous garder de manière plus large. En effet. Moun qui a violé et moun qui a kidnappé, moun qui a subi des actes de violence qui, en quelque sorte, contraires avec principes qui préconisés dans tout texte fondamentaux et internationaux qui a été ratifié, notamment qui a un rapport avec question des droits humains, eh bien, nous-mêmes, nous critiquons et nous toujours dénoncer ce genre de cas. Tant qu'on nous prend un rapport Nations Unies, ou soit BINU, soit publié, il fait état d'un paquet de chiffres que nous-mêmes, nous toujours voulons, à travers les interventions que nous faisons dans les médias, pour nous dire que les chiffres, ça, même si c'est un tableau pour nous garder une grille d'analyse de situation, mais qui parfois pas exhaustif, parce que d'ailleurs, il y a des cas qui non signalés, qui non répertoriés. Justement, il y a des cas pas rapportés. Et plus loin, les a regardé qu'à la Tibonite et dans le département de l'Ouest, et surtout Jacques Mel, ou soit Sud-Est, qui a peine récemment été attaqué par des voyous, des criminels armés, justement. Car ça a pile monde qui mourit parfois, qui n'a pas de chance, côté monde qui a fait enquête pour répertorier. Donc, je pense que selon l'article 7.1 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui dit que l'État a l'impérieuse obligation de garantir la sécurité de tous ses citoyens ou bien de tous les citoyens. Mais en Haïti, que l'État faillit avec mission ça. Chaque rapport, c'est dit nous a dit et qu'il est justement a gagné des mécanismes, a gagné des institutions qui renforcent, qui réforment et qui gagnent des équipements et qui gagnent moun tout qui bien formés justement pour capable traquer gang et extirper question insécurité qui c'est un sujet d'actualité depuis sous Jovenel Moïse, depuis justement après Jovenel Moïse on te prend petit bout de transition Claude là qui est tombé dans Ariel, nous tombé dans transition avec CPT, nous tombé dans transition encore avec Alix Didier Fils-Aimé. Mais question arrêtée, pareil, qui c'est justement la question de l'insécurité, qui est justement, n'a besoin d'un souffle ou bien n'a besoin d'un petit soulagement pourvu que gang yo pas caché, montrer puissance ou soit pouvoir pour faire ça ou ça ou pipito. Mais je dis, inquiétude nous en tant que moun qui défend droit moun, non seulement il y a des victimes, il y a répertorié, il y a des rapports qui ont relaté le nombre de victimes, qui des chiffres, je dis, qui soulever conscience nous en tant que moun. Mais c'est pour nous dire que qu'il est vraiment l'État appelé pour dire que faut que ça finisse. Abraham dit c'est assez ou bien c'en est assez. C'est ça qui inquiétude nous, qui ça qui préoccupation nous vraiment. Absolument. Nous considérer que ce n'est pas
le premier rapport est loin d'être le dernier rapport. À chaque fois qu'il y a un rapport qui est publié, ce sont des chiffres alarmants. Maintenant, un rapport, ça, est lié à la question d'insécurité, insécurité généralisée selon les constats. Et c'est dans le même contexte d'insécurité, ça, n'a pas profité à aborder la question des élections, ou même en tant que responsable, en tant que défenseur des droits humains, dans le contexte nous y est côté que c'est des chiffres qui soulevaient de nombreuses questions. À chaque fois que les victimes y répertoriées ou bien les pas répertoriées, mais que le répertorié ou pas, chiffre y fait discussion, y fait débat au sein de la population. Est-ce que dans un tel contexte, les élections ou même dans lecture PAO, comment ou est l'organisation des élections? Bon, il y a 3 facteurs que je vais souligner qui t'a montré à clair que l'élection n'est pas possible pour organiser. Premier aspect, c'est l'aspect qui est lié à la crise institutionnelle, surtout et c'est PA qui c'est une institution, je dis, qui a une certaine contestation, côté que il y a des représentants des secteurs qui contestaient moun, vous voyez représenter qui pas gagné une certaine légitimité. Et alors que vous devez gagner, puisque si vous prenez faire élection, au moins il faut qu'une institution qui organise l'élection crédible, parce que en démocratie, on dit que faut que l'élection crédible, honnête, démocratique. Mais moun qui est dans ces PO, grand pile, ont contesté présidentiel, notamment c'est le cas et de la prétendue représentante du secteur des droits humains. Plus loin, on a regardé que le contexte sécuritaire n'est pas favorable à l'organisation des élections. C'est-à-dire, grand pile moun jodia qui dans camp de fortune, qui en quelque sorte a subi les violences et la plus cruelle de la part des gangs armés et qui perdit pièces, qui pas gagné pièces d'identité. Et je dis là, il a coupé dans la misère, il a vivre dans l'indignité la plus totale, justement. Eh bien, moun sa yo pas capable parler de l'élection. Et il y a des zones, je dis, qui sont contrôlées par des gangs armés. Surtout, les n'a en centre-ville, les n'a en la Tibonite, même département centre, ils n'ont pas quatre côtés, je dis à quoi des bouquets, ils n'ont pas quatre côtés. Je dis qui c'est zone de non-droit, alors que dans un état de droit, pas qu'à gagner de zone de non-droit, parce que l'État là pour garantir toute zone, c'est zone de droit. Mais je dis, c'est l'inacceptable que nous vivons dans le pays. Côté que insécurité, premièrement, si toutefois, vous avez osé faire dit, ils font piquer devant, ils font élection sans que vous pas aborder des questions d'insécurité qui a ravagé le pays, qui a brassé le pays, et bien ça a un massacre électoral qui fait. Côté que gang yo ka dit, puisque grand pile gang qui derrière ça relé amnistie, si je ne me trompe pas, donc cette question ou bien ce sujet avait fait grand débat dans les espaces publics, eh bien, yo ka dit que moun yo veut passer les cas passer bien nèg yo prend zam yo dégager dans tout bureau vote et puis ouais massacre malheureux qui vient voter malheureusement tout moun gon massacre qui fait. Eh bien, je dis c'est pour me dire que l'État a une responsabilité, la responsabilité sacerdotale, sinon la responsabilité régalienne en tant que l'État, justement, d'apaiser la situation, de créer un climat propice à l'organisation des élections, notamment pour être capable, justement, faire moun yo capable de voter en toute sécurité et moun cap candidater pour être candidater avec le sentiment vraiment que en sécurité, que vote qui parle pour eux, que les cas sécurisés. Premièrement, me dit pour l'institution CPA, pas inspirer confiance et une crise institutionnelle, parce que la plus grande crise en Haïti, c'est une crise institutionnelle. Donc, cette crise, donc, il faut l'aborder, surtout avec soin, avec technicité. Et deuxièmement, la question de l'insécurité, les forces qui sont appelées à garantir la sécurité de la population haïtienne, il faut les renforcer. Et troisième aspect que je voulais aborder dans la question élection qui vient pas propice, il faut, avant l'organisation des élections, il faut faire la transition politique en Haïti. Parce que par exemple, il y a une transition vraiment, un pouvoir intérimaire, pas une transition, nous devons faire transition politique là, et pour nous mettre l'institution sur un rail, pour gagner l'élection, pour nous passer et pouvoir nous caler l'élection, pour faire la continuité, pour mettre des programmes, des projets, des plans politiques en exergue, donc en œuvre justement, pour capable alléger ou bien créer des conditions décentes, des conditions justement favorables à la dignité du peuple haïtien, qui sont peuple vaillant, qui a fait l'histoire, qui nous-mêmes justement, nous toujours bataille pour dignité, le respect doit toujours respecter. Voilà, Maître Fredo Jean-Charles, on va mettre fin à l'interview rapidement. Il y a le Premier ministre qui, après son séjour à Washington, de retour en Haïti, il mettait accent sur
des différentes rencontres que tu as gagnées avec des hauts gradés, avec le secrétaire d'État américain, avec le secrétaire général de l'OEA, toujours sur la question de sécurité. Et dans ses nombreux discours, il met toujours l'accent sur la sécurité qui est une priorité. Mais dans les faits, selon vous-même, en tant que défenseur de droits humains? Non, la sécurité n'est pas justement un discours politique. La sécurité est un fait, est une réalité que nous-mêmes nous vivons. Parce que gagner la sécurité en soi, il y a le sentiment de sécurité. La sécurité dans la réalité, dans les espaces publics, la sécurité alimentaire, la sécurité dans le sens complet du concept, mais le sentiment de sécurité, côté que citoyens eux-mêmes, ils ont senti eux-mêmes, il y a un sentiment de sécurité, il y a un pays côté l'État protégé, parce que l'État, justement, a cette responsabilité, a ce devoir, et sinon, un devoir régalien en tant qu'autorité. Mais le Premier ministre fait des discours, nous ne pouvons pas arrêter dans le discours Premier ministre. Parce que le Premier ministre, je dis, pas de discours que nous avons besoin, parce qu'il y a des acteurs politiques, ça fait déjà un monde de temps, depuis qu'il a prononcé des discours, il a dit qu'il est capable, je ne veux pas être capable, mais après un petit temps, je vois que c'est dérive parce que il pas répondre à désidérata peuple haïtien les que arrivé au petit monde des affaires de l'État. Et je dis à gagner une nécessité, il y a une obligation, il y a un devoir patriotique qu'il faut assumer, c'est justement de rendre au peuple haïtien sa dignité volée et perdue, ça fait déjà longtemps. Parce que d'ailleurs, les gens regardent des gens qui vivent dans le camp, qui vivent de manière bestiale, infra-humaine, en tant que gens qui défendent les droits, nous révolter et nous dit que l'État faut qu'il dise un bagage. Dans les jours à venir, dans le cas contraire, à défaut que nous-mêmes nous allons commencer et mobiliser tout ça que nous avons mobilisé pour nous faire l'État assumer responsabilité, notamment ceux qui détiennent le pouvoir politique actuellement. Voilà, amis téléspectateurs, Maître Fredo Jean-Charles qui intervenait sur le rapport du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, ensuite la question électorale et finalement son point de vue, sa position par rapport aux différents discours sur la sécurité tenus par le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Merci de votre fidélité à Metro News. La structure dénommée Initiative pour la stabilité d'Haïti plaide en faveur d'un salaire minimum de 2000 gourdes pour les ouvriers. À raison de l'inflation, de la cherté de la vie, de la hausse des prix du carburant, les membres de ce secteur estiment ne pas pouvoir fonctionner avec moins de 700 gourdes par jour. Cette situation ne peut plus durer, ont-ils insisté, évoquant une urgence. L'initiative pour la stabilité d'Haïti menace de passer à l'action dans les prochains jours afin de contraindre les autorités à répondre à leurs revendications. Dernier rapport coordination nationale de la sécurité alimentaire montrait plus passé 5 millions Haïtiens à vivre dans grand goût. Ça, ce n'est pas une statistique seulement. C'est la vie moun, c'est famille, c'est ti moun. ISH demandé à toute force pour le gouvernement mettre sous pied un programme social concret et durable pour accompagner les gens qui sont vulnérables. Pas aucune justification encore pour retard ça yo. Troisièmement, dans le cadre de transparence et bon genre gouvernance, ISH demandé pour l'État publier rapport CSS là sans perdre du temps. Peuple a un droit pour le connaître vérité sous gestion des affaires publiques. En plus de ça, nous lançons un appel à toute force vive nation, travailleurs, syndicats, secteur privé, jeunes, femmes ou garçons, pour mobiliser ensemble, lever camper pour exiger un bagage qui gisse. Qui c'est? Augmentation salaire minimum. Je dis, c'est inacceptable pour un ouvrier factory à toucher un salaire qui pas même permettre de vivre avec dignité. Un monde a touché 650 gouttes par jour alors que gallon gaz a vendu 750 gouttes et plus. Vous êtes capable de comprendre? L'argent journée de travail, un monde pas qu'à acheter un gallon gaz. C'est une situation qui est plus que triste. Nous pas qu'à continuer avec un système côté travail par la vie.
Et n'a dit ça avec toute force non. N'a dit ça avec toute force non. Si dans le jour qui vient là, le gouvernement pas prendre décision rapide pour mettre le salaire minimum à 2000 goudes, ISH pour faire une mobilisation et n'a fait appel à tout ouvrier ouvrières pour lever campé parce que faut que droit respecté. Autre point lancement ce lundi des nouveaux clubs d'intégrité de l'unité de lutte contre la corruption. Il s'agit d'un réseau d'une douzaine d'écoles publiques et privées visant à promouvoir des plaidoyers en faveur du renforcement de la culture de l'éthique afin de freiner la corruption. À travers des débats contradictoires et des activités de sensibilisation, l'ULCC entend promouvoir une culture d'intégrité et contribuer à la transformation de la société haïtienne en créant des espaces civiques dans les établissements scolaires du pays. C'est un reportage de Gerbijan et de Claude Désir. Une foule d'élèves s'est rassemblée à l'hôtel Caribé ce lundi pour le lancement des nouveaux clubs d'intégrité de l'ULCC. Alliant réflexion intellectuelle et ambiance décontractée, cet événement marque une étape inédite dans le combat contre la malversation. À travers diverses thématiques, les jeunes ont exposé leur vision d'une société assainie. Mais écoutez, déjà, la question, c'est que l'ULCC répond pour le fait de lancer des clubs d'intégrité et que nous-mêmes, nous répondons parce que de 2023 à nos jours, nous voyons que le mouvement club d'intégrité a pris une ampleur qui est phénoménale. Donc ça prouve que les jeunes qui sont réceptifs à l'idée que faut que la mentalité change d'abord pour le système de suivre. Il faut que les gens qui viennent, parce que lorsqu'on a loi, on ensemble de monde, il faut que l'esprit d'intégrité soit apte à apprendre. Dans une société, nous avons des règles déjà. Nous avons des lois, on dit que des principes et que nous normalisons déjà. Si une loi vient, la loi n'est pas compatible avec le principe, ça a bien des blocages forcément parce que c'est soit loi imposée, soit principe normal imposé. Écoliers des secteurs publics et privés se sont mesurés lors des joutes oratoires, s'appropriant ainsi cette nouvelle forme de mobilisation. Pour les débatteurs du collège méthodiste de Publin, ces échanges constituent un véritable levier de transformation sociale. Parce que nous trouvons que c'est une forme d'inclusion sociale liée. Libéral vient pousser Timounio avec Jonio plus en fait intéressé à la société, à commencer à réfléchir sur qui ça qui combat nous réellement. Okay? Parce que Jean nous défendu c'est mentalité pour changer. Nous voyons que changement de constitution, changement de pouvoir, de style et en fait régime politique, il n'y a pas jamais un changement vrai. Il faut connaître que Haïti toujours ce qu'on peut dire une instabilité politique qui est chronique. Donc c'est une des plus grandes importances c'est inclure ou bien pousser les jeunes à réfléchir sur comment ils sont capables d'agir en faveur de la société, comment pour changer le pays. Mentalité après l'initiative là, le système il pourra le clamer pour Québec tout deux ensemble. Dadi Charles, directeur général du lycée Horatius Laventure, partage cet optimisme. Son établissement a affronté le collège Quatre-Pressoir lors d'un duel d'éloquence privilégiant la formation des citoyens intègres plutôt que de simples diplômés. Le responsable reste convaincu du bien fondé d'une telle démarche pédagogique. En pile, l'importance de la mesure où c'est depuis à la base pour montrer, pour faire Timoun et gagner horreur avec la corruption pour qu'on ait effectivement corruption pas bon, corruption l'idée de corruption le produit violence, corruption le produit vol, corruption le produit pauvreté. Donc c'est dans ce sens que nous voulons nous-mêmes nous monter à bord à l'activité ça ULCC parce que vous capable très souvent corruption commencer dans l'école là. Dans l'école là, les Timounio a composé, il a triché. Donc ça lui-même son façon que nous faisons pour Timounio à restituer avec l'autre Timoun pour dire la tricherie, c'est aussi la corruption. Le vol, c'est la corruption. C'est ça qui fait nous monter à bord pour que nous porter à l'activité ça ULCC à entreprendre là. Depuis plusieurs années, l'unité de lutte contre la corruption multiplie les offensives sur divers fronts. Ces clubs d'intégrité représentent un nouvel axe de sensibilisation en milieu scolaire. L'objectif est d'influencer durablement le comportement des citoyens, souvent jugés trop passifs face aux dérives de leurs dirigeants. Autre dossier, l'agronome William Sinéa tire la sonnette d'alarme après la destruction du jardin botanique d'Écailles, fruit de 2 décennies de collaboration avec des propriétaires locaux. Aujourd'hui, au cœur d'un violent conflit foncier familial,
Ce sanctuaire de biodiversité a été la cible d'incendies criminels visant à transformer les arbres du site en charbon de bois. Face à l'ampleur des dégâts sur les 6 carreaux initiaux, le botaniste estime toute réhabilitation impossible sans une intervention de l'État. Il lance une pétition et réclame une décision gouvernementale ferme, incluant l'extension du site à 20 ou 30 carreaux. Les explications de l'agronome William Sidea. Espace qui boule au niveau du jardin botanique là, c'est pas semaine ça passé. Ça passé ça depuis il a commencé parce que ce côté qui est plus important dans le jardin pour que ça fait une deal plus important dans le jardin, il y a deux raisons. La première raison c'est que il y a une rivière qui est la rivière de Lillette. Rivière de Lillette, c'est lui qui presque a porté le jardin. Mathieu est passé, rivière presque passé dans le jardin. C'est espace ça qui protège, c'est-à-dire jardin qui fait que l'eau n'a pas passé là-dedans. Deuxièmement, depuis une rivière, nous voyons que c'est espace ça, nous avons un ensemble de plantes endémiques et de plantes natives que nous collectons, ça fait déjà 15 à 20 ans à travers le pays, que nous plantons là-dedans. Et à côté, nous faisons un autre jardin qui est un jardin ethnobotanique. Ça, nous faisons les jardins botaniques là, toutes plantes qui plantes médicinales et aromatiques que ils ont utilisées, mais ils n'ont presque pas utilisées encore. Donc, les gens viennent visiter le jardin pour que ils connaissent. Donc, étudiants qui ont agronomie, étudiants qui ont fait pharmacie, qui ont pharmacie, généralement, c'est espace ça que ils ont même été utilisés. Eh bien, du feu, c'est mettez manchette, c'est pour que les capables de vendre ni espace ça qui espace écologique là qui sont en carreau de terre et espace ethnobotanique là qui sont presque en carreau de terre tout, c'est les que les éliminer pour que les mettre disponible pour que moun yo pas capable venir acheter. Donc tout ça le pas connaît. Si son pied palme si les joindre il pas retirer les, si son pied fleur joindre il pas retirer les, il quitter pour que le capable vendre. Donc du feu il fait plus que 1 mois, il commence janvier, février, guerre du feu toujours. Parlons migration, l'avenir de milliers de ressortissants haïtiens suspendus à la décision de la Cour suprême des États-Unis qui entendra ce mercredi 29 avril les plaidoiries finales concernant le statut de protection temporaire. L'audience centrée sur l'affaire Melon doit déterminer la légalité de la décision de mettre fin au TPS pour les bénéficiaires originaires d'Haïti et de Syrie. Les avocats des familles migrantes dénoncent une décision arbitraire et discriminatoire, tandis que le gouvernement soutient que les conditions ayant justifié la protection initiale ne sont plus réunies. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce lundi. Un mouvement de protestation simultané a paralysé plusieurs axes routiers dans la capitale. Des barricades de nœuds enflammés ont été érigées à Delma, Bourdon et Pétionville par des protestataires pour réclamer la libération de 4 individus détenus au commissariat de Delma. Cette mobilisation éclair a fortement perturbé les activités et causé de gigantesques embouteillages. Le Conseil électoral provisoire annonce qu'il a transmis à l'exécutif vendredi un projet de décret électoral harmonisé aux dispositions du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, après un travail de refonte du décret du 1er décembre 2025. Dans l'intervalle, le CEP dit travailler également sur un calendrier électoral remanié qui doit être publié incessamment. Et puis les élections ne seront possibles que si le gouvernement parvient à rétablir un climat sécuritaire dans le pays. Selon l'Institut national de défense des droits sociaux et culturels, la structure souligne par ailleurs que le Conseil électoral provisoire n'inspire pas confiance. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole pour une prochaine édition. Et entre-temps, restez branchés Métropole, la programmation continue. Bonsoir, excellente semaine.